On va tenter d'y voir plus clair avec nos invités. Bonsoir Manas Chirali. Bonsoir. Merci d'être avec nous, sociologue, politologue, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de Fenêtres sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, c'est aux éditions Les Pérégrines. Patricia Alémonière, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des questions internationales, ancienne grand reporter chez nos confrères de TF1. Merci beaucoup d'être avec nous. Audrey Goutard, grand reporter pour la rédaction de France Télévisions et spécialiste des questions de sécurité intérieure, un visage que les téléspectateurs de France Télé connaissent bien. Un autre visage qu'on connaît bien, Michel Monponté, ravi d'être avec vous ce soir, Michel, éditorialiste pour France Info. Je vais commencer avec vous, Audrey, sur ces djihadistes français. La première question, c'est qui sont-ils? Vous avez des précisions sur leur profil? Oui, on commence à en savoir plus. De toute façon, ce sont des islamistes qui sont déjà bien connus des services de renseignement, qui sont suivis depuis longtemps. Ils sont à peu près une centaine de Français qui étaient donc dans cette poche d'Idlib, d'où sont partis les rebelles venus déstabiliser le régime actuel. Enfin, le régime qui vient de tomber. Donc ces Français, on les connaît bien, les services les connaissent bien. Il y en a une cinquantaine qui appartiennent à la brigade d'Omar Homsen. Omar Homsen, c'est un franco-sénégalais qui a quitté la France en 2012, qui s'est installé en Syrie en 2013 et qui a été un des principaux recruteurs de jeunes Français partis se battre en Syrie à cette période-là. Donc c'est un homme important dans le système. C'est un homme qui a souvent combattu l'HTC, parce qu'effectivement ils étaient en opposition. Ce sont des rebelles qui ne sont pas dans le rang exactement, mais qui là, comme l'expliquait très bien le sujet de Mathieu Boisseau, ont décidé, ont en tout cas pas eu le choix, sont dans cette rébellion, font partie de cette rébellion. Après, à savoir s'ils seront calmes, s'ils resteront tenus ou s'ils... Alors justement, est-ce qu'il y a de l'inquiétude au sein des services de renseignement français? Oui, je peux vous dire que les services de renseignement français sont effectivement extrêmement attentifs à toutes ces personnalités. Ils les surveillent, comme je vous disais, ils les connaissent. Ils ne craignent pas pour le moment qu'il y ait un commando qui se téléporte en Europe, qui agisse en Europe, parce que pour le moment, effectivement, ces commandos, ces djihadistes en Syrie sont complètement focus sur l'action qu'ils mènent. Pour l'instant, on imagine peu des Français, effectivement, repartir vers l'Europe et commettre des attentats. Néanmoins, les services de renseignement restent extrêmement prudents sur leurs intentions réelles. Patricia. Oui, alors dans la poche d'Idlib, tous ces différents groupes avaient quand même été mis sous le boisseau par le HTS ou le HTC, ça dépend. Oui, Tayyat al-Sham, al-Sham voulant dire le Levant. Donc, le groupe islamiste qui a pris le pouvoir. Voilà, le groupe islamique qui a pris le pouvoir. Donc ils avaient carrément été corsetés et Joulani, maintenant Al-Shared, effectivement, avait su les faire taire. D'ailleurs, Omar Homsen avait fait 2 années d'emprisonnement. Il n'a été libéré qu'en 2022. Il était libéré, effectivement. Donc, c'est pas tant ces gens-là que l'on craint, parce que ces gens-là, quand ils ont voulu rentrer en France, enfin en tout cas ceux qui ont voulu rentrer d'une façon apaisée, passaient par la Turquie, parce que tout le monde, on a tous été sur cette frontière turque, on est tous passés de l'autre côté à un moment donné ou à un autre, on sait bien que c'était très poreux. Donc, si moi je pouvais passer, vous imaginez que les djihadistes pouvaient encore bien plus passer. Donc, vu les complicités qu'il pouvait y avoir des deux côtés de la frontière. Non, ce que les Français redoutent le plus, c'est ce qui se passe dans la zone kurde. Là où il y a effectivement les camps de Al-Hol et d'autres, où il y a beaucoup plus de djihadistes français. Mais là, c'est des gens de Daesh. Ouais. C'est donc une autre branche, enfin c'est la branche la plus extrémiste du mouvement islamiste radical, djihadiste, et ces gens-là sont emprisonnés, et si les prisons s'ouvrent, parce qu'elles peuvent s'ouvrir lors d'une incursion turque, où on ne sait pas ce qui peut se passer vu l'état en pointillé qui se passe actuellement dans cette zone, eh bien si ces prisons s'ouvrent, là, ce sont des gens qui sont extrêmement radicalisés, parce que franchement, dans les prisons de Halol et celles qui sont près de Cachemire, les conditions de vie étaient tellement difficiles que je pense que ça ne participait pas à l'apaisement des esprits. Vous voyez, donc c'est l'inquiétude, je crois, je ne sais pas si vous me le confirmerez, mais l'inquiétude des services de renseignement se pose vraiment là, mais pour le moment, ils sont encore gardés. Ceux qui sont en liberté, c'est la quelques centaines qu'on a vus notamment sur les vidéos, et ce sont eux
qui sont identifiés depuis longtemps. Il faut savoir quand même que même dans la poche d'Idlib, qui est un endroit complètement sécurisé par les islamistes, il y a néanmoins quand même des sources qui peuvent communiquer avec les différents services de renseignement. On sait très bien que les Américains utilisent des systèmes notamment électroniques, qui permettent de comprendre et de savoir un peu comment cela se passe sur cette zone-là, et en tout cas de suivre une partie des djihadistes qui circulent et que l'on voit aux côtés des rebelles aujourd'hui. Alors justement, si on fait un coup de projecteur sur cette présence française en Syrie, si on remonte à l'année 2012, près de 1500 Français avaient rejoint à l'époque cette zone irako-syrienne. Avec la chute de l'État islamique en 2019, évidemment, ce nombre s'est considérablement réduit. Oui, c'est réduit parce qu'effectivement, les forces alliées ont frappé, et les Russes ont énormément frappé le groupe État islamique, qui était leur principal ennemi. Et les Français qui sont partis, justement 1500 Français qui sont partis à cette époque-là, se revendiquaient principalement du groupe État islamique. Donc sur les 1500 Français, on peut dire qu'il y a eu 390 qui sont revenus en France. Et la plupart sont détenus aujourd'hui. 500 qui sont décédés au cours effectivement de cette débandade du groupe État islamique. Une grosse centaine se sont réfugiés donc dans la poche d'Idlib, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur ces vidéos. Et puis il y a en environ 150 qui sont détenus ou retenus dans le nord-est syrien et en Irak, donc notamment par les forces kurdes et irakiennes. Et puis il y a 300 disparus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont devenus. Alors après, au cours des procédures menées à la fois par les Américains ou par les Français ou par d'autres forces, on voit bien que certains réapparaissent. On les croyait morts et puis finalement ils ne le sont pas, etc. Donc il y a un point d'interrogation majeur autour de 300 Français. Manas Chirali, la présence de Français au sein de ce groupe islamiste, cette présence, elle illustre le côté hétéroclite un petit peu de cette coalition de rebelles ? Ça présente en fait la nouveauté de la situation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en face d'un islam traditionnel qui n'attirait pas un grand monde, mais on est en face d'un discours nouveau sur la religion. C'est une nouvelle forme de religiosité totalement différente par rapport à l'islam traditionnel qui n'avait plus du tout sa force dans la région. On est en face de la naissance et des idéologies religieuses qui font des tremblements de terre extrêmement importants dans la région. Et tant qu'on ne saisit pas la nature du phénomène, qui est un phénomène profondément idéologique, qui a fait sortir la région de ces bastions traditionnels de la religion et de le faire entrer dans une période de transition qui est la période idéologisante de la religion, tant qu'on ne saisit pas ce discours, tant qu'on n'analyse pas ce discours, les paroles comme les djihadistes, islamistes, fascistes, nationalistes, tantôt ceci, tantôt cela, ne nous permettent pas. Mais la question qu'on se pose ce soir, c'est si cette idéologie, elle est moins radicale. L'info du jour, c'est qu'il y a un nouveau Premier ministre qui a été nommé en Syrie, Mohamed al-Bashir. Il a promis stabilité et calme au peuple syrien. Il y a toujours cette dialectique d'une transition modérée. Et la grande question toujours, c'est est-ce qu'on peut les croire ? Les idéologies, par nature, sont pragmatiques. La composante pragmatique fait partie des discours idéologiques. Alors, nous sommes en face des islamistes qui sont imprégnés par cette idéologie de combat, comme disait Mohamed Harkoun. Leur islam n'est plus une religion ancienne, c'est une idéologie de combat. Et cette idéologie de combat les rend pragmatiques. Là, ce monsieur qui ne manque rien d'atrocité de ses prédécesseurs, là, il sait que pour installer son pouvoir, il a besoin de se montrer plus gentil que les autres, plus modéré que les autres. Il joue le jeu. Ce jeu qu'il joue... Donc c'est un subterfuge, vous nous dites. Mais de toute façon, ça montre qu'on est en face d'un phénomène totalement différent par rapport aux anciens et qu'il faut comprendre sa nature. Et une fois qu'on comprend sa nature, on peut en fait le manipuler, on peut le contrôler, on peut le maîtriser.
Un peu à l'image des talibans qui, quand ils ont repris le pouvoir il y a quelques années, avaient eu au début un discours un peu plus policé et on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont peut-être encore plus durs qu'avant. Non, les talibans, franchement, tous ceux qui suivaient la situation, il y a bien que ceux qui étaient très éloignés de la situation, qui ont cru au discours qui nous était présenté par nos hommes politiques. Mais en tout cas, s'il y avait eu ce discours. Mais quand on allait en Afghanistan, jusqu'à la prise de Kaboul, dans les banlieues de Kandahar, etc., il y avait des talibans qui étaient excessivement rigoristes et c'était l'application complète de la loi islamique, la charia. Ouais. Moi, ce que je dirais, il y a quelque chose même de fondamental dans tout ça, au-delà de l'idéologie, c'est que l'islam, tout simplement, est politique. C'est un mouvement, c'est pas qu'une religion, c'était quelque chose de politique. Là, on est dans la partie extrémisme maximum idéologique, comme vous voulez, de la religion. Et donc, c'est la dimension la plus violente et la politique la plus violente qui se manifeste, c'est ceux que l'on appelle les djihadistes ou les islamistes radicaux. Oui, mais alors ce qui est compliqué, il est compliqué d'imaginer ce qu'il va faire. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est un subterfuge, comme vous le disiez, ça peut être un homme politique. Est-ce que c'est purement politique? Et puis après, il fera... Alors, vous preniez l'exemple des talibans, c'est pas exactement... Mais néanmoins, c'est vrai qu'ils avaient donné des promesses pour bénéficier notamment de fonds européens et internationaux. Et puis finalement, ils n'ont pas du tout appliqué ce qu'ils voulaient. Là, ce qui est intéressant, c'est de regarder peut-être ce que Ahmed al-Sharaa a fait d'Idlib. Oui. Parce que finalement, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais on sait ce qu'il a fait. Et finalement, on voit... Idlib, cette ville syrienne au nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, qui était dirigée par le nouveau Premier ministre. Dirigée par le nouveau Premier ministre. Et puis effectivement, alors sous la coupe d'énormément de mouvements qui se castagnaient, on l'a bien compris, mais avec effectivement cet homme qui était au cœur de ce système. Et on voit bien que les gens de l'HTC, enfin avant c'était Al-Nosra, après c'est devenu HTC, ont essayé de créer une société islamiste, ça c'est sûr, mais néanmoins où on a le droit de fumer dans la rue, où on peut chanter, où les femmes vont à l'école, où on ne porte pas une burqa fermée, mais on porte un voile. Voilà. Je ne dis pas que c'est merveilleux, je ne dis que c'est pas un monde merveilleux, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a eu une tentative pendant plusieurs années, au moins, d'avoir un islam ultra radical, mais pas complètement fou. Vous avez raison de parler d'Idlib, parce que justement, le nouvel homme fort de la série, il présente Idlib un peu peut-être comme, entre guillemets, le modèle à suivre, et c'est ce qui pourrait arriver en Syrie aujourd'hui. Alors vous avez très bien expliqué, Audrey, Idlib est présenté comme un modèle de bonne gestion. On parle même de califat soft. Est-ce que ça a du sens? Vous savez, chez ces gens-là, la seule chose qui a du sens, c'est le pouvoir et la détention de pouvoir. Ils sont prêts à payer tout, à sacrifier tout, même leurs principes, même leur religion, pour détenir le pouvoir. C'est ça qu'il faut voir. Évidemment, c'est une religiosité politique, mais une fois qu'on dit c'est un islam politique, on n'a rien dit. Vous savez pourquoi? Parce que l'islam a toujours été politique, dès le début. Et toutes les religions sont politiques d'une manière ou d'une autre. C'est Weber qui nous l'apprend. Donc, ce n'est pas ça la question. Vous ne croyez pas à ce concept d'islamisme modéré? Je ne crois pas du tout dans la modération dans la pensée de ces gens-là. Mais par contre, je sais une chose, quand l'occasion se présente, ils sont prêts à tout pour garder leur situation et leur pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre chez eux, qu'ils sont, avant d'être musulmans, avant d'être islamistes, avant d'être djihadistes, ils sont assoiffés de pouvoir. Ils sont assoiffés de pouvoir. Et ce qui se joue dans cette région, c'est la détention de pouvoir, c'est la politique, ce sont les jeux politiques qui sont en train de se jouer dans la région. Michel, si on se projette un petit peu, quels sont les scénarios possibles dans les semaines, dans les mois qui viennent pour la Syrie? Comme vous savez, d'abord, vous êtes autant journaliste que moi, si ce n'est plus. Chaque fois qu'un journaliste essaie de prévoir l'avenir, il dit une bêtise, que je préfère vous prévenir tout de suite. Mais si on essaie d'envisager quelles seraient les possibilités, les scénarios qui pourraient s'inscrire sur cet avenir de la Syrie, on pourrait les définir au nombre de 4. En tout cas, c'est ce qui me semble. Le premier serait le scénario égyptien, c'est-à-dire printemps arabe ou le scénario tunisien, une révolution populaire, puis un retour vers un pouvoir ultra autoritaire. Mais la comparaison s'arrête là avec la Syrie, parce que la Syrie, contrairement à l'Égypte, il n'y a jamais eu d'État-nation. Il y a un État-territoire, ce qui change tout. Et là, on n'imagine pas un pouvoir central autoritaire pouvant réussir sur cette mosaïque infinie
où les alliances se font et se défont à la vitesse du vent se levant dans le désert. Le deuxième exemple qui pourrait malheureusement s'imaginer, c'est l'exemple libyen ou l'exemple yéménite, c'est-à-dire une guerre civile sans fin, où on prend un quartier, on perd un quartier, les morts, les civils, etc. Et c'est un scénario épouvantable depuis 10 ans au Yémen, où on ne voit jamais la fin. Il pourrait avoir également le retour à une stratégie de gouvernement qui a eu lieu en Syrie au XIXe siècle. C'est-à-dire que le pouvoir central de la capitale pourrait rendre un immense pouvoir aux régions, aux villes, aux clans et aux familles en leur disant « vous vous débrouillez, nous on va garder l'État central et surtout l'économie et surtout les transports qui permettent d'aérer l'économie syrienne et on reviendrait à cette Syrie du XIXe siècle. » C'est une hypothèse. Le dernier, et c'est l'hypothèse à laquelle je voudrais m'attacher, c'est imaginer que ce peuple, et je suis content qu'on parle de ce peuple parce que c'est quand même une population civile extraordinaire avec une résilience extraordinaire. Après 6 millions de déplacés, après 1 million de blessés, 500 000 morts, ils sont là pour essayer d'inventer un nouveau pays. Et j'aime m'attacher à cette idée de me dire que la Syrie peut-être va inventer une voie qu'aucun des pays arabes encore n'a réussi à trouver. Il y a cette mise en garde aujourd'hui de la chef de la diplomatie européenne, Madame Kallas. Elle dit l'enjeu pour la Syrie, c'est de ne pas répéter les scénarios terrifiants, vous l'avez évoqué un peu Michel, de l'Irak, de la Libye ou encore de l'Afghanistan. On voit bien qu'en tout cas aujourd'hui, le chef Dulani ou Charad ne veut pas faire ça. Dans des mesures qui sont prises, c'est justement ne pas tomber dans ce qu'avait fait l'administration américaine en renvoyant toute l'administration baassiste, tous les militaires. Il dit amnistie pour les soldats du rang, enfin les conscrits. Il dit les 400 000 fonctionnaires doivent retourner au travail. Donc il y a des mesures qui vont dans le sens d'un apaisement avec une coalition qui serait gouvernementale. Enfin, quand on revient à la poche d'Idlib dont on parlait tout à l'heure, effectivement, les femmes pouvaient se promener dans la rue et aller ensemble dans des lieux communs. Je le sais bien. Mais au niveau des libertés, comme nous les entendons, nous, les droits de l'homme, c'était pas possible. La liberté d'expression, c'était pas possible. Il y a beaucoup de journalistes, de gens qui ont été arrêtés, qui ont été tués, etc. Donc, effectivement, on ne va pas faire de la Syrie, même si c'est une société, je suis entièrement d'accord avec vous, moi qui suis allée souvent en Syrie comme vous certainement, c'est une société qui est très éduquée, c'est une société par rapport au Proche-Orient. On disait, dans cette région du Proche-Orient, on disait, on fait les livres, on les écrit à Bagdad, ça c'était autrefois, on les vend à Beyrouth et on les lit en Syrie, à Damas. Ça veut bien dire que là, on a vu une élite intellectuelle. Alors, cette élite aujourd'hui est dispersée. Il y en a un peu qui sont restés sur place. On peut espérer qu'elle fasse quelque chose, mais elle est très disloquée. Elle est pulvérisée. Elle n'est pas unie. Alors que là, on a en face un mouvement, un groupe, qui est quand même sous la tutelle d'un homme qui sait ce qu'il veut. Et on voit déjà le Qatar qui agit, qui donne et le financement. Dans cette Syrie qui est à construire et à reconstruire, qui est en partie démolie encore aujourd'hui sur ces pistes d'envol d'aéroports par des bombardements extérieurs, eh bien cette Syrie qui est complètement reconstruite va avoir besoin d'argent. Et si l'argent vient du Qatar et que de l'Arabie Saoudite, alors là, je donne pas long feu. On aura un régime islamiste radical. Et où il n'y aura pas beaucoup de liberté pour nous, les femmes en particulier. Et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'Al-Joulani montre un visage rassurant pour pouvoir bénéficier de l'argent de la reconstruction. Il faut que l'Europe Patricia a raison, parce qu'en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui sera le parrain de cet homme. Voilà. C'est-à-dire que là, vous parlez du Qatar, le parrain financier et belliqueux, parce qu'il y a la Turquie, il y a les États-Unis qui ont bombardé des positions justement encore hier. Il y a Israël qui va évidemment mettre son grain de sel. Comment ? Ça ne sera pas un parrain. Non, ce ne sera pas un parrain, mais ça sera en tout cas ça peut être un tuteur. Il y a la Russie qui se montre extrêmement discrète, mais qui a énormément d'intérêts commerciaux. Il y a des mines, il y a énormément d'intérêts commerciaux russes actuellement en Syrie. Bref, il y a énormément de pays puissants qui vont vouloir donner leur mot. Alors, lequel va gagner, lequel va l'emporter ? Est-ce que si c'est la Turquie, eh bien, les Kurdes sont-ils menacés ? Est-ce qu'on repart
sur de nouveaux combats, justement avec une confrontation directe avec les Kurdes. Bref, et puis il y a évidemment l'Iran affaibli aujourd'hui. Quid de l'Iran qui risque aussi de se radicaliser et de vouloir encore plus rapidement développer son programme nucléaire pour essayer de contrer ce qu'ils considèrent comme une attaque authentique contre leurs intérêts. Bref, vous voyez, pour l'instant, ce pauvre Ahmed al-Sharaa, qui n'est pas un petit homme, qui est un islamiste dur et radical avec un passé extrêmement dur, eh bien néanmoins, il est bien démuni et on verra bien avec qui il fait affaire pour pouvoir maintenir son pouvoir. Michel. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire ma consoeur. Attention, en Syrie, c'est pas la paix. Ils n'ont pas gagné et tout d'un coup tout s'arrête et on s'entend bien. La guerre continue. Cet après-midi, il y a eu des bombardements et des combats entre les Kurdes et des musulmans sunnites. Donc ça continue. Jolani, qu'est-ce qui lui arrive? Il avait un ennemi parfait, un tyran sanguinaire qui était détesté unanimement par la population. C'est ce qui a servi de ciment réunificateur à tous les combattants, à toutes les mouvances islamiques, à tous les djihadistes. On voulait que ce boucher de Damas s'en aille. Mais maintenant qu'il l'a plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien falloir qu'il trouve quelqu'un d'autre à haïr. Et il y a fort à parier que le prochain groupe qui sera haï, dont il va se servir, ça risque bien d'être les Kurdes. Ou Daesh. Mais Daesh, pour l'instant, Daesh est très affaibli. Et pour l'instant, Daesh n'a pas montré de signe de renaissance et de vitalité. D'ailleurs, il s'en est vanté. Non, la réalité sur le terrain. Et les Kurdes ont proposé de s'allier avec aussi Djoulani, ex-Djoulani. Absolument. Mana Cherali. Alors, ils ont commencé à proférer des menaces contre la République islamique, ce qui plaît beaucoup aux Iraniens, parce que les Iraniens ne supportent pas leur régime. Alors, et donc, le parrainage de la République islamique envers la nouvelle Syrie, et je pense que c'est complètement exclu parce que la République islamique est l'ancienne alliée de Bachar al-Assad. Donc, ils ne peuvent pas le prendre comme parrain. Mais quelle est la situation en Iran? C'est que l'Iran, la République islamique plutôt, pas l'Iran, la République islamique n'a jamais été aussi affaiblie. Elle a perdu le Hezbollah, elle a perdu le Hamas, elle a perdu la Syrie. Donc, est-ce que c'est elle, la République islamique, sur la prochaine liste de bouleversements profonds de Moyen-Orient, ce qu'on espère. Mais en tout cas, je termine là-dessus, la région est dans les bouleversements très, très profonds et c'est en cela que la situation est positive. Ce n'est pas que peut-être demain, Djoulani va se transformer en bourreau, ça va faire des massacres ou pas. En tout cas, jusqu'à là, on n'a pas eu de bain de sang, il faut le dire. Mais la situation est positive. On peut être optimiste dans le sens où les anciennes dictatures ne tiennent pas place. Et les pays, le peuple de la région aspire à avoir autre chose que des dictatures. Et vous savez à quel point ces choses-là peuvent changer. Il suffirait que Donald Trump applique sa politique étrangère et disons s'en va, on laisse tomber, pour que les Kurdes se retrouvent seuls et que le PKK appelle au secours les vaincus d'aujourd'hui, à savoir les Iraniens. Michel, vous êtes impatient. On parlera des États-Unis un petit peu plus tard. Absolument. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on évoque un autre acteur important dans cette région, c'est Israël. Israël qui multiplie les bombardements depuis la chute de Bachar al-Assad dimanche, des centaines de frappes, des raids sur des sites militaires de l'ancien régime, abritant notamment des dépôts d'armes chimiques. L'objectif affiché, c'est de s'assurer que ces armes ne tombent pas dans les mains des ennemis d'Israël et notamment le Hezbollah. Regarde le sujet, on en parle juste après. Ce matin, au port de Latakia, les carcasses des navires syriens sont encore fumantes, coulées par des missiles de la marine israélienne. Quand on est arrivé ici ce matin, on a vu qu'Israël avait coulé les navires militaires de l'ancien régime. Et les sons d'explosion de retentir encore au lever du jour à Damas. Cette colonne de fumée témoigne de frappes intenses israéliennes dans la capitale. Depuis dimanche, navires de guerre ou avions de combat israéliens bombardent partout en territoire syrien. De nuit, comme de jour. Comme cet aéroport, plus aucun appareil ne pourra décoller. Ou ces bâtiments officiels, celui-ci renfermait le renseignement militaire. Il y a aussi des dépôts d'armes, de missiles, des restes de stock d'armes chimiques. Pas moins de 320 frappes selon l'armée israélienne en 72 heures dans plusieurs villes du pays. J'ai ordonné à l'armée de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que l'on porte atteinte à notre sécurité. Le but d'Israël,
anéantir l'armée de Bachar al-Assad et surtout faire en sorte que les armes ne tombent pas entre les mains islamistes du nouveau pouvoir syrien. Les Nations Unies condamnent. Les mouvements israéliens et les bombardements en territoire syrien, cela doit cesser. Les mouvements israéliens sont aussi au sol. Depuis dimanche, ces chars sont déployés sur le plateau du Golan et même au-delà de cette zone tampon entre les deux pays, sous contrôle de l'ONU. Jamais depuis 1974, des troupes israéliennes n'étaient entrées en territoire syrien. Voilà, Ben Barnier nous a rejoint. Bonsoir Ben. Bonsoir Julien. Un de mes habituels complices chaque soir sur France Info. Dans quelques instants, vous allez nous parler de ce procès historique qui a débuté en Israël, le procès de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou qu'on a vu essayer de justifier ces frappes israéliennes. Alors il y a deux fronts. Il y a ces frappes israéliennes sur les sites militaires de l'ancien régime. Et puis il y a l'armée israélienne qui a pris position dans cette zone démilitarisée du plateau du Golan au sud-ouest de la Syrie. On va peut-être voir cette carte. L'ONU dénonce une violation de l'accord. Alors, officiellement, Benyamin Netanyahou nous dit que c'est une mesure limitée, une mesure temporaire, mais certains soupçonnent Israël de vouloir profiter de la situation pour reconquérir ce plateau du Golan comme après la guerre des 6 jours. Oui, alors je crois que si on écoute bien la traduction en hébreu, il ne dit pas que c'est temporaire. C'est autour de lui, on dit que c'est temporaire, mais en fait, lui, c'est définitif pratiquement. Enfin, en tout cas, les positions sur le mont Hébron et Hermon plutôt, c'est plus l'ordre définitif. Ce qu'Israël fait en ce moment, c'est qu'Israël profite du chaos ou du marasme ou de l'absence totale de pouvoir pour avancer ses pions. Alors sur la zone, effectivement, cette zone tampon, je ne sais pas si on la voit, cette zone tampon on va voir la carte. Qui est sur le bord du Golan. Là, quand Israël domine pratiquement la plaine de Damas et peut pratiquement voir à la longue vue ce qui se passe à Damas. Il faut se voir que tout cet espace de guerre qui est en train de se dérouler avec ces frappes... On voit cette zone au sud-ouest de la Syrie, cette zone tampon entre le sud-ouest de la Syrie et Israël. Voilà, quand on regarde la carte, effectivement, on voit ce petit point rouge qui est le plateau du Golan. Et là, sur le bord du Golan, il y a une petite zone tampon qui fait 7 à 8 km parfois, un peu moins, qui a été, en somme, prise en quelque sorte par Israël. Et Israël veut faire en sorte qu'elle soit plus que démilitarisée, et qu'il n'y ait plus personne à part ses soldats. Alors, au nom de sa sécurité, dit Benyamin Netanyahou. Mais dans le même temps, il a eu cette phrase quand même qui interpelle et qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Il a dit « Le plateau du Golan est israélien pour l'éternité ». Voilà, c'est ce que je dis. Ils n'ont pas pour lui, c'est définitif en quelque sorte. Mais ça rentre dans le discours avec tous les ministres qui sont messianiques et qui l'entourent, qui est le grand Israël qui va du Jourdain jusqu'à la Méditerranée et plus si affinité. Mais au-delà de ces phrases et de ces propos sur le Golan qui posent des questions juridiques sur un plan international, il y a eu ces frappes aujourd'hui. Enfin, ces frappes, plus de 200 frappes au total. Alors, que l'on détruise pour sa sécurité et que l'on profite du chaos pour détruire les stocks d'armes chimiques qui étaient maintenus, les laboratoires et les usines de fabrication de ces armes chimiques qui étaient dans la banlieue de Damas, que l'on détruise les stocks de missiles qui pourraient être dirigés contre vous. Tout ça, au nom de sa légitime défense, c'est le droit de la guerre. Je n'ai pas à intervenir. Ça ne me pose pas, ça me pose pas de questions. Ça, c'est un fait. Ce qui me pose question aujourd'hui, c'est la destruction des pistes d'aéroports, c'est la destruction d'aéroports tout court, c'est la destruction même de navires, c'est la richesse d'un pays quand même qui est détruite. Autant on peut s'en prendre aux armes de destruction massive, aux armes même nuisibles, enfin aux armes qui peuvent vous tuer, autant... et notamment les armes chimiques. Les armes chimiques, propriété de l'ancien régime. Tous les missiles aussi. Autant s'en prendre à ce que moi que je considère être comme la richesse d'un pays, les aéroports, les pistes d'envol, même les avions, ça me pose... Personnellement, un problème sur un plan juridique et je n'ai pas la réponse. C'est un fait. Israël aujourd'hui pousse son avantage, profite du chaos pour sécuriser, parce que c'est son obsession, sécuriser et remodeler, et on va peut-être en parler, remodeler ce Proche-Orient avec la prochaine étape. Et le plateau du Golan, c'est un vieux rêve des messianiques, des sionistes
israélien. On rappelle ce petit point d'histoire. Guerre des 6 jours 1967. Plateau du Golan avait été annexé par Israël et puis il y avait ensuite eu une résolution de l'ONU pour que cette zone soit rendue par Israël. Mais en fait, Benyamin Netanyahou, il n'y a jamais renoncé, en quelque sorte. Absolument. Mais en tout cas, ce qui est évident, que ce soit pour Israël, pour l'Arabie saoudite, pour les pays du Golfe, la région, quand elle est en tension, c'est dangereux. Donc, moi, je pense que la plupart des pays de la région préfèrent l'absence de guerre, le calme, le retour de calme. Donc, on peut compter sur eux pour œuvrer pour le retour de calme. Mais je pense que le seul acteur de la région qui profite profondément de chaos et de crise, c'est la République islamique. À part ça, la plupart des pays de la région... Très brièvement, qu'il faut bien comprendre, c'est l'histoire récente d'Israël nous apprend que la question de sécurité fait force de loi éternelle pour Benyamin Netanyahou et ses alliés. C'est ce que je dis. Et deuxièmement, comme le disait très justement Patricia, quand on est sur le plateau du Golan, on prend la jumelle et on voit Damas. Et c'est la réserve d'eau. Non seulement du lac Tibériade, mais aussi de la ville. Et donc c'est la question de demain, l'importance stratégique de cet endroit pour les Syriens et pour prolonger votre réflexion, Michel, l'armée israélienne a démenti aujourd'hui des informations, des rumeurs faisant état d'une avancée de chars israéliens vers la capitale Damas. Il y a eu un peu de confusion aujourd'hui autour de cette intervention. En tout cas, l'armée israélienne, Israël a démenti ces informations. Giuliani s'appelait... il faut se souvenir que pour Israël, cet homme qui a pris le pouvoir à Damas s'appelait Giuliani. Il s'appelait Giuliani, vous savez pourquoi? Parce que son père, la famille était originaire du Golan, et donc Giuliani voulait dire le Golan en quelque sorte. Donc il l'a abandonné, mais Israël a quand même bien entendu que la famille originaire de Sharad, qui est donc aujourd'hui le nouvel homme fort de Damas, venait du Golan. Et donc, peut-être que lui aussi, il avait besoin de retrouver son Golan natal. Ben là, c'est mal parti. Et il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent aujourd'hui pour le respect de l'intégrité territoriale de la Syrie et notamment du Golan syrien. Ben, on va, avec vous, décrypter cette image historique. Benyamin Netanyahou au tribunal aujourd'hui. Alors vous êtes souvent rendu en Israël au cours de ces derniers mois. Vous avez recueilli le sentiment des Israéliens à ce sujet. Et donc c'est une page d'histoire aujourd'hui qu'on a vécue. Benyamin Netanyahou à la barre pour corruption notamment. Absolument. Alors accrochez-vous parce que c'est une histoire qui mélange du champagne, des cigares et une somme de 260 000 $ qui aurait été versée et à Benyamin Netanyahou et à sa femme Sarah en échange de différentes faveurs politiques. Le Premier ministre israélien qui est également accusé d'avoir négocié un traitement médiatique favorable auprès d'au moins 2 organes de presse. Vous en parliez, Julien, et regardez cette image, effectivement, qui est historique. Il s'agit de Benyamin Netanyahou qui était ce matin en audience au tribunal à Tel Aviv. Le New York Times le décrit comme l'un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient et c'est aussi désormais le premier ministre en exercice qui est jugé au pénal. Vous voyez ces images, il y a des gens qui sont assez souriants autour de Netanyahou. Eh bien, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'il s'est entouré de ses soutiens les plus proches dans un moment qui est politiquement difficile pour lui. Ben, on imagine qu'il n'y avait pas que des soutiens de Netanyahou devant le tribunal aujourd'hui. Absolument. On va regarder une autre image, toujours à Tel Aviv, mais cette fois-ci à l'extérieur du tribunal. Et vous voyez ici les manifestants qui sont venus avec ces masques avec le visage de Netanyahou. Ils scandent effectivement des slogans contre Netanyahou. Ils n'en veulent plus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les Israéliens, ils ont une relation compliquée avec Benyamin Netanyahou. Déjà, ils l'appellent, vous savez, Bibi, parce qu'ils ne le connaissent pour certains que trop bien. Ça ferait près de 30 ans qu'il est Premier ministre par intermittence depuis 1996. D'autres de ses détracteurs lui reprochent d'avoir instrumentalisé ce qui se passe justement depuis le 7 octobre pour justement esquiver la justice le plus longtemps possible. D'ailleurs, 12 des ministres de Benyamin Netanyahou ont demandé un report de l'audience du fait de la situation dont on parlait à l'instant, de la Syrie. Ces manifestants, ils reprochent aussi d'avoir contribué à une instabilité dans le pays. Je vous propose d'écouter l'une de ces manifestantes à Tel Aviv ce matin. Bibi, lui, évidemment, se défend d'être un dictateur. Il se place, lui, complètement en sauveur de la nation et même des Juifs dans le monde. En gros, son discours, c'est soit moi, soit la fin de l'État d'Israël. Benyamin Netanyahou qui parle de persécution. Écoutez-le.
Benjamin Netanyahou qui parle de chasse aux sorcières, ça vous rappelle peut-être quelqu'un, évidemment, son grand ami Donald Trump qui parlait lui aussi de persécution. Dans cette affaire, Benjamin Netanyahou risque jusqu'à 10 ans de prison. Enfin, il y a un alignement de planètes quand même extraordinaire pour lui, parce qu'à ce moment, au moment où il comparaît devant la justice, il peut ressortir en chef de guerre qui défend son pays. Cet homme est béni par les planètes. Il a de la chance. Et on l'a dit, on le répète, il a eu tout intérêt à poursuivre cette guerre pour échapper à ces convocations judiciaires. En tout cas, je voulais juste dire une chose. Il me semble que Netanyahou est beaucoup plus populaire parmi les Iraniens que parmi les Israéliens. Les Iraniens l'adorent, ils pensent que c'est leur sauveur et c'est lui qui va les sauver des mains des mollahs. Alors les Iraniens de la rue, donc... le peuple iranien. Le peuple iranien, oui. Et on sait que... Bien informé par les Iraniens. Absolument. Oui. Voilà, et on sait d'ailleurs que l'une des options militaires sur la table, effectivement, c'est une attaque de l'Iran, une attaque militaire de l'Iran. Pour l'instant, les États-Unis n'ont pas donné leur feu vert. Merci beaucoup, on vous libère. Merci beaucoup à toutes les